Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu peur parce qu'on va s'attaquer à une guerre bien bordélique. La guerre de 30 ans. La seule chose simple que je puisse vous dire, c'est qu'elle a duré 30 ans. Ah, ça va, hein. La guerre de 100 ans a duré 116 ans. La guerre de 13 ans en a duré 12. Et la guerre de 7 ans en a duré 9 si on compte les Amériques. La guerre de 30 ans, c'est 30 ans. Voilà. Ça, c'est simple. 30 ans. Simple. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format d'épisode en parlant de toute une guerre, pour pouvoir comprendre tant l'aspect géopolitique que l'influence militaire. Et on va commencer par la guerre de 30 ans. On en a déjà parlé dans 2 épisodes. Elle a eu lieu en Europe de 1618 à 1648, et elle fut tellement violente que les traités qui l'ont clos ont cherché à éviter que cela se reproduise. En même temps, avec 20% de la population européenne qui y est passée, C'est un conflit qui part d'une insurrection locale et religieuse et qui finit par devenir global et politique. On la décompose en 4 phases: bohémienne, danoise, suédoise et française. on va y aller par étapes, ok? Tout commence en 1618. L'Europe a été secouée au siècle précédent par des guerres de religion du fait du schisme protestant, luthérien et calviniste. La paix d'Augsbourg en 1555 permet de stabiliser l'affaire en instaurant le concept de cuius regio et ius religio, la religion du pays est celle du prince régnant. On a donc en 1618 une Europe qui sépare les protestants des catholiques. Mais les Habsbourg, famille dont une branche est à la tête de la puissance dominante espagnole et dont une autre est maîtresse de l'Autriche et de plusieurs territoires allemands, cherchent à rendre l'hégémonie au catholicisme. Les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche sont théoriquement séparés, mais ils ont une politique commune qui les rend très puissants. Le Saint-Empire romain germanique, en face, conglomérat de micro-États allemands, est divisé et instable. Alors quand la Pologne catholique demande à ce qu'un roi catholique soit mis à la tête de la Bohême protestante, l'occasion est trop belle. Sauf que cette intervention, qui selon le cuius regio et ius religio impose le catholicisme en Bohême, ne passe pas du tout. Le coup d'envoi de la guerre intervient le 23 mai 1618 lors de la défenestration de Prague. 3 messagers du nouveau roi sont jetés par la fenêtre et la révolte éclate. Ça faisait un moment que les protestants allemands observaient la situation avec inquiétude. Alors quand la Bohême se soulève, les protestants craignent que les Habsbourg se lancent dans une catholicisation forcée. Le Palatinat et la Basse-Saxe s'arment, la Bohême se soulève et la Transylvanie les soutient. Les Ottomans voudraient bien en profiter, mais la Pologne leur déclare la guerre. Ces deux-là mènent la guerre polono-turque de 1620 à 1621. Du coup, il reste hors du conflit. En peu de temps, les Habsbourg d'Autriche prennent l'avantage et gagnent la bataille de la Montagne Blanche grâce au général Tilly en 1620. La Bohême est écrasée et tout simplement supprimée pour être rattachée au domaine des Habsbourg d'Autriche. La Transylvanie se retire et ça aurait dû s'arrêter là. Ça aurait dû. Oui, mais à côté, on a les Espagnols qui se disent qu'on doit bien pouvoir en profiter d'une certaine manière. En effet, cela fait déjà 50 ans que les Habsbourg d'Espagne tentent d'écraser les indépendantistes hollandais des Provinces-Unies. Mais ils ont du mal à acheminer des troupes sur place, notamment du fait de la discontinuité de leur territoire. Et devinez qui est sur leur chemin et qui vient de lever une armée? Le Palatinat, territoire riche et protestant qui ne digère pas l'annexion de la Bohême. Du coup, les Espagnols l'envahissent. En face, les États protestants se disent... La peur du massacre s'empare des protestants qui refusent tout désarmement. 3 champions pour leur cause apparaissent, ce qui va considérablement compliquer le conflit. Von Mansfeld avec 20 000 hommes, De Brunswick avec 15 000 hommes et Bad Durlach avec 15 000 hommes. Tilly et les catholiques sont donc forcés d'insister et mènent plusieurs batailles à la fortune diverse. Mais celle de Stadtlohn voit De Brunswick être écrasée en 1623. Les Espagnols contrôlent alors l'ouest et le sud de l'Allemagne, d'autant plus que la Bavière les a rejoints. Les Français dépriment dans leur coin à voir les Espagnols gagner ainsi, et les protestants s'apprêtent psychologiquement à devoir abandonner leur foi. Commence alors la période danoise en 1625, car Christian IV de Danemark n'accepte pas le sort réservé aux luthériens. Et veut bien récupérer quelques terres, hein, faut pas déconner.
Les Espagnols font alors appel au mercenaire von Wallenstein qui, avec Tully, écrase coup sur coup protestants allemands et danois aux batailles de Dessau et de Luther. Les Danois voient même les catholiques envahir le Jutland et décident de signer la paix de Lübeck qui les sort définitivement de la guerre. Bien wesh, Christian. Et pendant ce temps, les Espagnols et les Français s'échauffent dans le nord de l'Italie pour Mantoue. La guerre se calme. Here comes a new challenger! Ouais. Gustave Adolphe de Suède décide d'intervenir en 1631 après avoir enfin gagné sa guerre contre la Pologne, ce qui ouvre la période suédoise. Privé de l'aide de Wallenstein, trop violent, Tilly doit composer et met à sac Magdebourg, puis envahit la Saxe pour l'empêcher de rallier les Suédois. Mauvais calcul qui le mène directement à la défaite du premier Breitenfeld. Là, le conflit est vraiment relancé. Pour la première fois, les catholiques sont en difficulté et les protestants ont enfin un leader fort en la personne de Gustave Adolphe. Les Suédois retournent le conflit, écrasant la Franconie, l'Alsace et Mayence. Wallenstein est rappelé et ce dernier rééquilibre les forces. Gustave Adolphe le bat à Lutzen en 1632, mais meurt dans le même temps, ce qui désorganise les Suédois. Après pas mal de flottements, les Espagnols reprennent la main. D'abord, ils assassinent Wallenstein. Qui cherchait à créer son propre royaume. Puis ils battent les Suédois à Nördlingen en 1634. Le conflit est gagné. Mais putain... En 1635 commence la période française. Certes, la France est catholique, mais les Habsbourg menacent de l'encercler. La guerre devient alors totalement politique et la France cherche à affaiblir l'Espagne en avançant au nord et à l'est. Ce ne sont pas moins de 120 000 hommes qui rentrent dans le conflit, en attaquant l'Alsace, en soutenant les Néerlandais pour leur indépendance et en déstabilisant le nord de l'Italie. Cela n'empêche pas les Espagnols d'en finir avec Brandebourg et la Saxe avec le traité de Prague et de repousser les Suédois vers le nord. En 1640, on peut dire que le combat se simplifie. L'Espagne, l'Autriche, la Saxe et la Bavière combattent la France, la Suède et quelques États allemands protestants. Les armées font des allers-retours. Et des ravages dans la campagne. Le nord de la France est menacé, mais l'Espagne manque d'énergie et surtout d'argent. Thorstensen, nouveau roi de Suède, relance son pays en créant une nouvelle armée très capable qui gagne le second Breitenfeld en 1642. Les Espagnols tentent une invasion de la France mais sont écrasés à Rocroi en 1643, qui voit les tercios perdre leur hégémonie sur le champ de bataille. La bataille de Rocroi est très importante dans l'imaginaire français, on la fera. C'est d'ailleurs en 1643 que commencent les négociations de paix, mais elles dureront 5 ans. Cette période verra les Pays-Bas obtenir les succès qui mèneront à son indépendance. Les Suédois avanceront et gagneront la bataille de Jankov, tandis que les Français, avec Turenne, gagneront du terrain en Allemagne. À part une invasion ratée de la Catalogne par les Français, les négociations sont en leur faveur ainsi que des Suédois. La bataille de Lens gagnée par Condé contre les Espagnols ne fera que renforcer cet avantage. Les traités de Westphalie sont signés le 24 octobre 1648, mettant un terme à la guerre de 30 ans et à celle de 80 ans des Provinces-Unies. Bon, l'Espagne et la France continueront un peu jusqu'au traité des Pyrénées en 1659, mais ça c'est un autre problème. Quoi ? Mais elle a pas duré 30... C'est bon ? Plus personne veut rentrer dans le conflit ? Bon ! Alors maintenant, pourquoi les traités de Westphalie sont-ils importants ? On va commencer par quelques chiffres pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre. Le conflit a engagé au moins 1 million de soldats dans une Europe d'environ 17 millions d'habitants. Entre les famines, les armées qui se servent, les massacres religieux, les troubles sociaux, les civils souffrent énormément et certaines régions se font rouler dessus plusieurs fois. Les pertes démographiques sont difficiles à évaluer, mais dans l'idée, on a une diminution de 75% de la population d'Alsace, de 65% en Poméranie et de 90% dans le Palatinat. Et ce ne sont que des exemples. À titre de comparaison, on estime que la Première Guerre mondiale a tué 1,7% de la population mondiale. La guerre de 30 ans, c'est 1,3%. À partir de là, vous pouvez comprendre que l'Europe soit choquée, d'autant plus que ça fait un siècle qu'ils y développent l'humanisme. Donc les traités de Westphalie sont là pour que cela ne se reproduise plus. Non pas que la guerre devienne proscrite, mais l'idée est de la séculariser et d'en faire un moyen de gestion de la puissance politique. L'État doit primer sur toute autre autorité. On passe de la suzeraineté à la souveraineté. Et ça passe par 3 principes centraux qui fondent l'Europe moderne. 1. La souveraineté externe. Aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui, et tout État reconnaît son égalité avec les autres. 2. La souveraineté interne.
Tout État a autorité exclusive sur ses territoires et ses populations. 3. L'équilibre des puissances. Aucun État ne doit pouvoir vaincre tous les autres États et chaque État s'engage à intervenir si l'un d'eux venait à devenir hégémonique. Le troisième a disparu au fil du temps avec la mondialisation et l'Union européenne, mais les deux premiers sont encore centraux dans la vision diplomatique actuelle et restent difficiles à contourner. Tout ça pour dire que cette guerre a dessiné des frontières encore d'actualité et a surtout consacré la légitimité de certains États sur d'autres. Alors que ça a été décidé par des puissants qui n'ont pas hésité à envoyer au massacre militaire et civil. Enfin bon. En parlant de frontières, les traités de Westphalie réorganisent un peu le Saint-Empire romain pour éviter de nouveaux problèmes religieux. La France y gagne des territoires à l'ouest et au sud-ouest. La Suède s'installe au nord de l'Allemagne, et enfin l'indépendance des Provinces-Unies et de la Suisse sont reconnues. Bref, cela consacre la prise de pouvoir de la France, le déclin de l'Espagne et de l'Église catholique, et le rôle européen de la Suède à la place du Danemark. Mais ça règle pas tout, loin de là. Finalement, les guerres vont reprendre, mais les États forts de la guerre de 30 ans vont voir deux nouveaux arrivants qui vont leur tailler des croupières en étant plus frais, l'Angleterre et la Russie. Voilà. Sachant que l'art de la guerre a également été chamboulé pendant ces 30 années. Tiens, les leçons militaires, parlons-en. Si le XVe et XVIe siècle avaient vu l'infanterie récupérer les champs de bataille, la guerre de 30 ans a, elle, vu la cavalerie terminer sa mue et renaître en parallèle du développement de l'artillerie. En effet, en gagnant en mobilité, en précision et en quantité, les canons portent la menace sur l'infanterie, surtout lorsque celle-ci est compacte. La cavalerie devient parfaitement complémentaire en chargeant toute unité trop dispersée. Autrement dit, si une unité de cavalerie est dans les environs, l'infanterie a intérêt à être compacte, mais dans ce cas, ce sera l'artillerie la principale menace. Dilemme. D'autant plus que la cavalerie a adopté les armes à feu et teste de nouvelles formations tactiques, comme la caracole par exemple. Allez, un peu de micro-tactique pour l'occasion. La caracole, c'est une tactique de harcèlement en feu roulant. Disposés sur plusieurs rangs, les cavaliers s'approchent pour être à portée de tir de l'infanterie. Le premier rang tire, part vers la gauche et se place au dernier rang pour recharger. Les rangs roulent ainsi pour infliger un feu continu en restant hors de portée d'une charge ennemie. Dans l'absolu, l'objectif est de désorganiser plus que de massacrer, la puissance de feu étant insuffisante. Enfin, quoi de mieux que la cavalerie pour faire taire une artillerie mal protégée ? C'est pas faux. Pour l'infanterie, la professionnalisation s'impose comme la norme. Les mercenaires font trop de dégâts et coûtent trop cher, et les batailles deviennent trop complexes et chaotiques pour espérer lever des armées au pied levé. Le drill de Maurice de Nassau, technique encore employée qui consiste à faire répéter des gestes et des mouvements de formation pour qu'ils deviennent des actes réflexes. Le drill de Maurice de Nassau, technique encore employée qui consiste à faire répéter des gestes et des mouvements de formation pour qu'ils deviennent des actes réflexes, se généralise et permet de recruter dans les hommes du peuple. Torstenson en profite d'ailleurs pour mettre en place des systèmes de recrutement qui lui assurent des troupes fraîches sans perdre en qualité. Les techniques de tir s'améliorent également et l'abandon des piquiers pour obtenir une plus grande puissance de feu est acté. Bref, vous l'aurez compris, la guerre de 30 ans change tout. Les cartes sont redistribuées, la guerre devient plus politique que familiale et elle change pour au moins un siècle et demi. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir si vous préférez ce format de guerre ou le format de bataille. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.